Bonjour, donc on va continuer avec l'API collection. Donc on a vu les listes, maintenant on va passer vers les ensembles, ce qu'on appelle les sets. Donc les ensembles, ce sont des collections qui n'acceptent pas les doublons. Donc c'est à l'intérieur, on ne peut pas avoir deux objets qui sont répétés. Donc deux objets qui sont, donc pour l'ensemble, ils sont des doublons. Donc ce sont deux objets où la fonction equals don't true. Donc si on prend un objet E1 et E2, on appelle la fonction equals. Si ça va donner true, automatiquement c'est un doublon pour le set et ça ne va pas l'accepter. Ou bien ça va écraser l'objet existant. Donc, ou bien donc, si E1 vaut nul et E2 vaut nul, donc automatiquement ils sont tous les deux ils sont égaux et du coup donc dans un ensemble set on va pas trouver plus que d'un un seul nul. C'est-à-dire si on a un objet qui est nul, un objet vide, donc on verra qu'il y a un seul nul qui peut être accepté, qui peut être stocké dans dans l'ensemble. Donc pour contrôler l'unicité, donc le framework collection, donc il donne trois implémentations possibles pour l'interface set. Donc l'implémentation de base, à savoir le hash set, et donc il y a d'autres implémentations qui sont spécifiques, à savoir linked hash set et tree set. Donc, pour pouvoir comprendre les trois implémentations qui existent, donc on va bien sûr passer à créer un exemple qui est concret, donc pratique. Et avant de faire ça, donc il faut noter que les, euh, les implémentations set, ce sont des implémentations donc, qui utilisent ce qu'on appelle un code de hachage. Donc que ce soit un hash set, linked hash set ou tree set, ils sont tous donc, derrière les coulisses, ils marchent de la même façon donc, la structure de base. C'est-à-dire tous les ensembles, ce sont des ensembles d'objets hachés. C'est-à-dire chaque objet qu'on va ajouter donc, dans un set, donc il va être haché via ce qu'on appelle une fonction qui s'appelle hashcode ou ce qu'on appelle le code de hachage. Donc ce hashcode, donc ça va contrôler l'unicité de ces éléments. C'est-à-dire deux éléments qui ont le code de hachage, ils sont susceptibles d'être le même élément. C'est-à-dire on va commencer par à chaque fois qu'on va ajouter un élément, donc l'ensemble va automatiquement appeler le code de hachage de cet élément pour pouvoir contrôler l'unicité de cet élément. Donc si deux éléments, donc si par exemple deux éléments, ils ont le même code de hachage, automatiquement, donc ils sont susceptibles d'être le même élément. Donc deux objets identiques, automatiquement s'ils sont égaux, par exemple Omar et Omar, Ali et Ali, Amin et Amin, donc automatiquement ce sont deux objets identiques, automatiquement ils ont le même code de hachage. Deux objets distincts, automatiquement ont des codes de hachage qui peuvent être soit différents, soit identiques. Donc on peut avoir par exemple deux noms qui sont différents, par exemple Omar, O-M-A-R, et par exemple si par exemple le code de hachage Omar comme ça et le code de hachage Ramo comme ça. Donc si par exemple le code de hachage, si le code de hachage, donc il est utilisé par les lettres, par exemple, par la somme des lettres. Donc si on prend par exemple le code ASCII de chaque lettre et par exemple on fait l'addition ou n'importe, donc on sait pas, donc ça dépend d'elle comment on calcule le code de hachage. C'est par la suite on verra qu'on peut le contrôler nous-mêmes. C'est-à-dire le calcul de code de hachage, on peut le contrôler de la façon comment que l'utilisateur, donc que le développeur, donc il recommande. Donc, du coup, donc si par exemple il recommande que le code de hachage d'une string, par exemple, d'une chaîne de caractères, c'est la somme des codes ASCII, des numéros correspondant à chaque lettre. Et du coup, donc même si Ramo et Rama ils sont distincts, c'est pas automatiquement, donc ils peuvent avoir par exemple deux codes de hachage qui est le même. Donc si par exemple le Ramo et Rama, on va considérer les codes de hachage comme les codes ASCII sommés des lettres, automatiquement, donc on va avoir le même code de hachage, même si ce sont deux objets qui sont différents. Donc c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il est indiqué ici. Deux objets distincts ont des codes de hachage qui peuvent être soit identiques, soit différents. Donc un ensemble d'éléments différents, mais qui ont néanmoins le même code de hachage, forme un bucket. C'est-à-dire, si on a par exemple dans le set deux éléments qui ont le même code de hachage, mais ils ne sont pas identiques, on peut les stocker, donc automatiquement, on peut, mais automatiquement, c'est derrière les colis, ils sont stockés dans le même compartiment. Donc le compartiment ici est nommé bucket. Donc, pour pouvoir comprendre la chose d'une manière plus concrète, imaginez que l'ensemble, c'est comme un box, par exemple, où on va ajouter les éléments. Donc, ils ne sont pas ajoutés comme dans une liste, ils ne sont pas ajoutés avec un index, ils ne sont pas indexés par indice 0, 1, 2 jusqu'à n, mais ils sont ajoutés en utilisant ce qu'on appelle le code de hash. C'est-à-dire, on peut les insérer d'une manière balle, puis cube, puis par exemple quelque chose autre, puis triangle.
Mais après, quand on va les faire sortir, mais automatiquement, on va sortir balle, puis cube, puis triangle. Donc, c'est pas automatiquement l'ordre d'insertion qui est respecté. Donc, c'est-à-dire, ils sont insérés dans le box comme si كترميهم في شي خنشة. Donc, ils sont aveuglement, donc pour l'utilisateur final, donc ils sont aveuglement stockés. Du coup, donc, quand on va les faire sortir, donc ça peut être mélangé. C'est-à-dire, l'ordre n'est pas respecté. Donc, comment? Pourquoi? Parce que automatiquement, quand on va créer un set, un ensemble, derrière les coulisses, il y a 16 buckets qui vont être créés. C'est-à-dire, il faut savoir que à chaque fois qu'on va créer un set, que ce soit un hash set, que ce soit un linked hash set, que ce soit un tree set, on verra par la suite, c'est que automatiquement dans la RAM, donc on va allouer 15 buckets. Donc les 15 buckets qu'on va allouer, donc ce sont 15 compartiments. Donc Nisbena, ça peut être un seul élément, mais après on va bien sûr les stocker les uns après les autres. Donc chaque élément stocké dans un bucket, donc ça peut être lié à plusieurs autres éléments donc qui peuvent bien sûr appartenir au même bucket mais qui sont liés via ce qu'on appelle une list chainée, une linked list par exemple. Donc du coup, donc ici on crée 16 buckets dans la RAM et quand on va ajouter un élément, on a dit qu'à chaque fois, le H7 va faire quoi? Va calculer son code de hachage pour vérifier est-ce qu'il est déjà stocké ou non. C'est-à-dire ici, on va calculer le code de hachage de l'objet balle par exemple. Si ça va donner un numéro comme ça, donc ce numéro, donc on doit le stocker quelque part entre le 0 jusqu'à 15 buckets. Donc par exemple, on peut par exemple prévoir que les H7 font quoi? Font un modulo 16 pour pouvoir bien sûr restreindre la valeur entre 0 et 15. Du coup, si ça va donner 7, donc on va aller vers le compartiment 7 pour pouvoir ajouter la balle. Est-ce qu'il y a un objet déjà dans la cassette? Il n'y a aucun objet. Donc du coup, l'objet balle va être automatiquement ajouté à ce compartiment, cet endroit-là. Donc si on ajoute un autre élément, par exemple cube, même si cube, ça vient après la balle, mais ça peut avoir un code de hachage qui est moins, donc qui est bien sûr avant le code de hachage de balle. Et du coup, donc si on calcule par exemple le code de hachage, et ça va donner un numéro par exemple 0, donc c'est le compartiment 0, on va l'ajouter au compartiment 0. Donc du coup, on voit clairement que le cube ici, il prend l'endroit qui est avant l'endroit de l'objet balle. Et ainsi de suite. Donc si par exemple j'ajoute un autre élément, par exemple cylindre, donc je vais calculer aussi le code de hash. Donc c'est pas moi qui va calculer, mais c'est le hash7 qui va le calculer. Donc ça va calculer automatiquement le code de hachage, ça va donner un numéro. Si ce numéro, ça correspond par exemple à 0 aussi, donc là, donc on va aller vers le compartiment 0, on va trouver déjà un élément là-bas. Donc du coup, donc, on va contrôler l'unicité via le code de hachage qui va donner lieu à un compartiment qui contient déjà un élément avec le même code de hachage. Donc ça va indiquer au H7 qu'il doit bien sûr prévoir à contrôler l'unicité. Et ici, il va appeler quoi? Il va appeler l'H7, ça va appeler la fonction equals. Donc ici, si on va appeler la fonction equals, donc pour cube et cylindre, on va trouver que cube et cylindre, ce n'est pas le même objet. Et du coup, donc, ça va donner un false. Et en donnant un false, ce sont deux objets qui sont distincts. Et du coup, donc, on peut les stocker tous les deux. Donc, ça va pas, cylindre, ça va pas écraser le cube. Et du coup, donc, comment ils sont stockés? Automatiquement, on va l'ajouter au même bucket. C'est-à-dire, cylindre, ça va venir après le cube. C'est pour ça quand on va afficher cet ensemble, même si on a ajouté balle, puis cube, puis cylindre, mais réellement dans l'affichage, on va afficher cube, puis cylindre, puis balle. C'est-à-dire l'ordre d'insertion n'est pas respecté. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les sets, ils utilisent ce qu'on appelle les codes de hachage et la fonction equals pour pouvoir contrôler l'unicité des objets et bien sûr l'endroit d'insertion des objets. Donc du coup, donc si on veut voir ça par la pratique, on veut prévoir qu'on peut créer par exemple un set par exemple de string, donc pour par exemple parcourir, donc pour pouvoir ajouter des noms, par exemple un hash set des noms. Donc je vais ajouter nom.add, donc je vais ajouter par exemple Omar, puis par exemple Ali, puis par exemple comme on a fait auparavant, donc Ali, puis par exemple Yassine. Donc, en ajoutant ces quatre éléments, par exemple, je peux, par exemple, prendre ce que ces trois-là. Donc, en ajoutant ces trois éléments, donc, on voit clairement qu'on a appelé la fonction add, donc c'est la fonction qui est héritée à partir d'interface collection, puisque set et list, ce sont des collections. Ils ont tous les deux la fonction add. Mais il faut noter que la fonction, les sets, ils ne sont pas
des listes, donc automatiquement, il n'y a pas un ordre d'insertion, donc il n'y a pas un index. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un get i. C'est-à-dire non. Donc ici, si je fais ici non avec s, parce que ce sont des noms. Donc je ne peux pas faire non.get 0. Donc il n'y a pas ça en get 0. Donc il n'y a pas ça dans l'interface set. Donc l'interface set ne donne pas une fonction get par indice parce que les objets, ils ne sont pas stockés par indice, mais ils sont stockés en utilisant ce qu'on appelle le code de hashage. Donc c'est pour ça qu'on utilise ici le mot-clé hash set. Donc du coup ici, si j'affiche par exemple set 7, donc on voit clairement que ça va. Donc on va voir clairement que ça va pas les afficher euh, d'une manière, à respecter l'ordre d'insertion. Donc ici c'est Omar puis Ali puis Yassine. Donc ici on peut voir que ça va par exemple aléatoirement changer l'ordre d'insertion. Ici on voit clairement que Yassine puis Omar puis Ali. Pourquoi? Parce qu'on prévoit que Yassine il a un code de hachage inférieur à Omar et Omar il a un code de hachage inférieur à Ali, ainsi de suite. Donc si on veut respecter l'ordre d'insertion, donc il y a une autre implémentation qu'on appelle linked hash set. Donc les linked hash set, ce sont des sets qui en plus de l'objet à ajouter, donc en plus des informations sur l'objet à ajouter, ils ajoutent des informations de plus concernant ce qu'on appelle le before et le after. C'est-à-dire chaque objet ajouté induit des informations de plus, qu'on appelle le before et le after. C'est-à-dire à l'objet, le début dialogue c'est nul et le suivant dialogue c'est nul. C'est comme un linked list. Donc automatiquement, chaque objet ajouté dans un compartiment donné, il a deux informations de plus, le précédent et le suivant. C'est-à-dire quand je vais ajouter un élément suivant, même si ça va prendre un compartiment qui est moins, qui est par exemple avancé par rapport au compartiment de la balle, automatiquement, le suivant de la balle, c'est qui? C'est le cube. Et le précédent du cube, c'est qui? C'est la balle. Et le début, c'est à partir de quoi? À partir de la base. C'est-à-dire, si on va commencer maintenant, un cheveu la balle, un cheveu le suivant d'elle là, un cheveu suivant d'elle le cube, et ainsi de suite, jusqu'à arriver donc en préservant ce qu'on appelle l'ordre d'insertion. C'est-à-dire ici, si je veux utiliser maintenant une linked hash set, donc je peux créer de la même façon non avec ordre d'insertion, comme ça, ordre d'insertion. Et là, donc, je vais ajouter les mêmes éléments comme ça, et affichant ça dans une linked hash set, au lieu d'utiliser un hash set. Et dans ce cas-là, donc ici, ça va préserver l'ordre d'insertion. Quand je vais afficher, ça ne va pas afficher Yassine Omar Ali, mais ça va afficher Omar Ali Yassine. Donc ici, on voit clairement que l'ordre d'insertion est respecté. Donc il y a une troisième implémentation, ce qu'on appelle le tree set. Donc les tree sets, ce sont une implémentation de l'interface sorted set qui hérite de l'interface set. Donc l'interface sorted set indique que l'ensemble, donc à l'intérieur de l'ensemble, les objets, ils vont maintenir un ordre naturel. C'est-à-dire, si les objets qu'on va ajouter, par exemple, dans set, ce sont des strings, automatiquement, les objets, ils vont, par exemple, maintenir un ordre naturel. C'est-à-dire, on va commencer par A, puis B, puis C, puis D, ainsi de suite. Si les objets qu'on va ajouter, ce sont des entiers, on va commencer par le plus petit vers le plus grand. C'est-à-dire 100 avant 200, 200 avant 305, ainsi de suite. Donc, si on va ajouter des étudiants, donc dans ce cas-là, on doit utiliser ce qu'on appelle une comparaison. C'est-à-dire, si la classe TreeSet, donc on va utiliser, donc elle va par exemple utiliser des objets de type étudiant, dans ce cas-là, l'ordre des objets, on doit utiliser ce qu'on appelle un ordre naturel. L'ordre naturel, c'est via ce qu'on appelle l'interface comparable. Donc, c'est-à-dire les objets qu'on va ajouter à l'intérieur de set, et doivent implémenter l'interface comparable, c'est-à-dire implémenter la fonction compare_to de cette interface. Sinon, donc on peut utiliser TreeSet avec ce qu'on appelle un comparateur, comme on a fait auparavant via les listes, via la fonction sort quand on a ajouté un comparateur. C'est-à-dire on peut créer un TreeSet dans le constructeur d'IL le TreeSet, on peut ajouter un comparateur pour comparer par ce comparateur les objets d'IL le tree. C'est-à-dire on a deux cas possibles. C'est-à-dire si je veux utiliser les trees, donc ici dans ce cas-là, donc je peux par exemple le faire comme ça. Ça c'est ordre naturel, par exemple, naturel. Donc faites le cas, donc je vais utiliser un TreeSet. Donc TreeSet de string. Donc je vais ajouter les éléments d'IL par ordre naturel. C'est-à-dire même si j'ai ajouté Omar, puis Ali, puis Yassine,
Mais réellement, ce qui va être affiché dans cette liste-là, c'est qu'on va commencer par A, puis O, puis Y. Parce que A vient avant O et O vient avant Y. C'est-à-dire si j'affiche ici, donc ça va afficher la troisième liste par ordre naturel. C'est-à-dire on va commencer par A, puis O, puis Y. Donc, mais il faut savoir que H87, ça utilise ce qu'on appelle la fonction compareTo. La fonction compareTo, donc c'est-à-dire elle compare ces strings-là par la fonction compareTo. Et pourquoi ça peut marcher ici? Parce que string, par défaut, elle implémente l'interface. La classe string, elle implémente l'interface comparable. C'est-à-dire à l'intérieur de la classe string, on a déjà la fonction compareTo qui a été déjà implémentée. C'est-à-dire on n'a pas de problème. Mais sinon, si on veut par exemple changer la comparaison des objets qu'on a, donc on peut par exemple envisager qu'on peut utiliser ici un comparator. C'est-à-dire on peut envisager qu'on peut implémenter ici un autre comparator donc qui compare les strings d'ILI, mais donc, par exemple par inverse. Donc au lieu de commencer par A puis O puis Y, ça va commencer par Y puis O puis A. C'est l'inverse. En ce cas-là, au lieu de comparer O1.compare to O2, donc je peux inverser O2.compare to O1 et ça va inverser automatiquement la comparaison. C'est ici quand je vais afficher, ça va afficher automatiquement pas par compare to par défaut de string, mais par notre comparateur qu'on a ajouté ici. Et du coup, la comparaison, ça va commencer par le plus grand vers le plus petit. Parce qu'on compare toujours en commençant par O2 puis O1. C'est pas O1 puis O2. Et puisque comparator, c'est une interface fonctionnelle, comme on a dit auparavant, donc on peut utiliser ici ce qu'on appelle une expression lambda pour faire l'implémentation ici. Donc on peut faire comme ça. C'est-à-dire l'implémentation d'un. On a deux strings, string O1 et string O2. Donc ce sont deux noms. On peut les nommer N1, N2 par exemple, deux noms. Donc ils vont être comparés par N2.compare to N1. En utilisant la comparaison de string mais inversée. Donc si on veut bien sûr utiliser ça par l'objet étudiant, c'est-à-dire si je veux faire la même chose pour les étudiants, donc je peux faire ce que j'ai fait auparavant avec les listes. Donc je peux créer une liste d'étudiants, voilà les étudiants, voilà. Donc je prends ces étudiants-là que j'ai fait auparavant dans l'exemple des listes. Je vais créer ces étudiants ici, voilà. Donc on dit trois étudiants. Omar, Ali et Hajar. On peut dire que ça c'est Yassine par exemple. Omar, Ali et Yassine. Voilà. Et après, donc je peux par exemple créer un set d'étudiants. Donc ici, au lieu de faire ça, donc je vais enlever ça et je vais faire ici un set d'étudiants. Set d'étudiants, puis set d'étudiants. Mais là, dans ce cas-là, donc si j'utilise par exemple, comme ça, un set d'étudiants, un tree set comme ça. Donc il faut savoir que quand je vais ajouter, donc ça c'est étudiant ordre naturel. Donc ordre naturel, donc je vais ajouter l'étudiant 1, étudiant 2 et je vais afficher le set. Donc elle dit E1, E2 et E3. Voilà. Donc là, il faut savoir que quand je vais exécuter ce code pour afficher par exemple ça, donc si j'exécute le code, ça peut donner une erreur. Donc là, quand je vais exécuter le code, ça va donner une exception de type classCast exception. Pourquoi? Parce que les étudiants qu'on utilise ici sont des étudiants qu'on va stocker dans un tree-set. Et le tree-set, elle prend des objets à l'intérieur de quel type? Donc, qui doivent implémenter comparable. Et du coup, le moment où on veut caster l'objet étudiant E1 en un objet comparable, ça ne marche pas parce que la classe étudiant ici n'implémente pas comparable. Donc du coup, si vous utilisez un tree set d'objets, donc si c'est string, c'est automatiquement incomparable. Mais si c'est un étudiant, il faut penser que la classe doit implémenter l'interface. Donc doit implémenter l'interface comparable. Comme ça. Donc en implémentant l'interface comparable, donc on doit implémenter la fonction compareTo. Et du coup, donc je peux comparer un objet étudiant avec un autre via son nom par exemple. On peut dire par exemple comparer le nom courant 10 à le nom d'il adr. Donc comme ça, ça va bien sûr automatiquement les trier par ordre naturel. Et l'ordre naturel des étudiants qui existent, c'est l'ordre naturel par rapport au nom d'étudiant.
Et du coup, donc ici, donc si on va exécuter le code, ça va marcher en affichant les trois étudiants, mais en préservant l'ordre d'étudiants par nom. C'est-à-dire A, puis O, puis Y. Donc si on veut changer vers, par exemple, l'âge, donc je peux faire ici âge, comme ça. Et du coup, donc, quand je vais exécuter, l'ordre naturel maintenant, c'est l'âge. C'est pas 25, mais c'est 18 qui va être affiché au premier. Donc ici, c'est 18, puis 22, puis 25. Donc il faut prendre en considération ça. Donc autre chose, on a dit que quand on va utiliser un objet classe, donc qu'on va créer nous-mêmes, comme étant un objet qu'on va ajouter dans un set, donc il faut faire attention. C'est-à-dire ce qu'on a fait auparavant ici. Donc je vais prendre ça, je vais l'utiliser ici. C'est ici 7, H7, mais maintenant c'est pas de string, c'est d'étudiant. Donc je vais faire ici étudiant, étudiant. Donc là, je vais ajouter les objets d'IL E1, E2, E3, comme j'ai fait ici. Donc E1, E2, E3. E1, E2, E3. E2 et E3. Donc je fais la même chose ici. Ordre d'insertion. Donc je vais insérer E1, E2, E3 dans une liquide H7 de courroie d'étudiant. Voilà. Donc c'est pas nom, maintenant c'est étudiant. Étudiant. Et ici c'est étudiant, ordre d'insertion. Voilà. Donc là, quand je vais afficher, donc il faut savoir que ça va marcher parce qu'on a des objets donc, qui sont distincts. Mais il y a un problème qui va être, donc ici on a au début, donc on a affiché normalement les éléments sans prendre en compte l'ordre d'insertion parce qu'on a ajouté normalement Omar ou Loul, puis Ali, puis Yassine. Mais ici on voit clairement que Yassine قبل Omar, قبل Naël. Après, on a utilisé un liquide H7 qui accepte, qui respecte l'insertion. C'est-à-dire on a ajouté Omar, puis Ali, puis Yassine. Donc automatiquement, c'est Omar, puis Ali, puis Yassine. Après, on a utilisé un set d'étudiants qui utilise ce qu'on appelle le compare to. Donc en comparant quoi l'âge. Et du coup, donc, on va commencer par l'âge le plus petit, puis vers le plus grand. Donc on n'a pas de problème. Mais où est le problème? Donc on a dit que les sets n'acceptent pas les doublons. C'est-à-dire, si j'ajoute un autre étudiant, donc ici par exemple, si je fais étudiant.add, et j'ajoute par exemple un étudiant qui existe déjà, par exemple étudiant Omar. Donc si j'ajoute cet étudiant-là, normalement on ne doit pas le voir dans la liste des cimetières étudiants. Et quand on va afficher étudiant au début, on doit voir un seul Omar, pas deux. Maintenant, quand on va exécuter, on verra qu'on va voir deux. C'est-à-dire qu'elle n'acceptait pas les doublons, mais ici elle a accepté le doublon. On voit clairement que Omar, il a été ajouté deux fois. Pourquoi? Donc il faut savoir juste que quand vous ajoutez un objet, on a dit qu'on va calculer pour lui quoi? Le code de hachage. Donc puisqu'on va calculer le code de hachage pour lui, pour dire c'est comme ça qu'on va contrôler l'unicité. Donc ici pour la classe étudiant, donc on n'a pas ajouté une fonction hashcode, mais on a pu l'appeler ici parce qu'on ne peut pas utiliser des objets qui n'implémentent pas la fonction hashcode. Mais comment on a appelé la fonction hashcode? C'est que les objets étudiants, même s'ils n'implémentent pas la fonction hashcode, mais ils ont quand même une fonction hashcode. C'est-à-dire quand on va appeler la fonction hashcode, ça existe. Mais hashcode est la classe object, puisque la classe étudiant hérite de la classe object. Donc hashcode, quand on a le hashcode de la classe object. Mais si on va faire ici system.out.print pour afficher le hashcode d'E1, E1 comme ça, et on va faire le hashcode le deuxième élément. Et de la même façon, donc j'ai de system.out.print pour afficher par exemple le hashcode de ce deuxième élément qui est le même élément que E1. Donc ici je vais faire point hashcode par exemple. Donc normalement on doit avoir le même hashcode ici, mais c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le hashcode qu'on va appeler dans ce cas-là, c'est le hashcode de la classe, object et pas le hashcode de la classe étudiant. Et le hashcode de la classe object, il utilise quoi? On voit clairement que ce sont deux hashcodes qui sont différents, deux numéros qui sont différents. Pourquoi? Parce que ici, on prend en considération le hashcode de la classe object. Le hashcode de la classe object il utilise l'adresse mémoire. Ici, c'est une allocation de mémoire.
Ici, c'est une nouvelle allocation de mémoire. Et du coup, donc, il y a deux adresses mémoire ici, même si c'est le même élément. Et du coup, donc, le hashcode, ça va être différent. Donc, ce n'est pas le même hashcode. Donc, pour pouvoir remédier à ce problème-là, on doit ajouter ici la fonction hashcode et equals juge parce que on doit les insérer. Donc, pour dire qu'un objet étudiant, donc je vois le hashcode diallo, donc on va tenir compte de son nom, CIN et âge. On peut tenir compte de son CIN tout court parce que CIN il est unique. Du coup, donc deux étudiants qui ont le même CIN, c'est forcément le même étudiant. On peut aussi donc définir la fonction equals pour dire que deux étudiants qui ont le même CIN, donc ici on va juste retourner l'égalité des CIN. Donc si deux éléments ils ont le même CIN, c'est le même objet automatiquement. Et dans ce cas-là, donc si on a maintenant ça, automatiquement quand on va calculer maintenant le hashcode de ces deux éléments, donc on va voir que ça c'est un CIN et ça c'est le même CIN. Et automatiquement ça va donner le même hashcode. Dans ce cas-là, on va utiliser le hashcode de la classe étudiant. Donc dans ce cas-là, ça va donner le même hashcode ici. Donc c'est le même numéro ici. Et du coup, donc on n'a plus besoin de faire ça. Donc pour pouvoir tester, donc on va voir seulement que même si on a ajouté un autre étudiant, donc qui a le même CIN, même si c'est une autre allocation de mémoire, mais le hashcode, ça va éliminer, donc automatiquement dans cette liste-là, on va trouver que trois éléments. C'est-à-dire quand je vais exécuter le code, je vais trouver que trois éléments, pas quatre. Et néanmoins, il ne va pas être répété dans cette liste. On va trouver un seul roman, il n'y a pas deux. Donc, donc ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est que à chaque fois que vous utilisez un set, donc il faut prévoir que si c'est un set d'un type primitif, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un set d'un objet que vous avez créé vous-même, il faut prévoir que cet objet-là doit implémenter la fonction hashcode et la fonction equals. Et bien sûr, si vous utilisez un tree set, il faut ajouter aussi la fonction compare to. Donc ce sont trois fonctions que vous devez bien sûr prendre en considération. Donc pour les parcours, donc le parcours d'un set, c'est comme le parcours d'une liste, ce qu'on a fait auparavant pour les listes. Je ne sais pas où les, voilà. Donc les parcours qu'on a fait, ce sont les parcours soit par indice, soit par objet, soit par itérator, soit par la fonction for each. Donc il faut savoir que c'est la même chose, sauf que dans les sets, on n'a pas d'indice. Et du coup, donc on ne peut pas faire le premier parcours. On peut utiliser les autres parcours, c'est-à-dire les trois autres parcours. Je vais copier ça et je vais le coller pour l'utiliser ici. Par exemple, si je veux parcourir mon set qui s'appelle par exemple étudiant. Comme ça. Donc je peux parcourir le set d'étudiants par une boucle for. Donc il va parcourir les étudiants. Donc ici un E. En affichant par exemple pour chaque étudiant son nom. Pour get nom. Je peux afficher son nom. Donc je peux par exemple utiliser un itérator comme ça. Donc itérator de quoi? C'est un itérator d'étudiant. Et comme ça, donc je peux par exemple itérer pour chaque étudiant. Par exemple, chaque étudiant, si par exemple, je peux faire par exemple if étudiant, if non point equals par exemple à Omar, donc je vais le supprimer. Donc je peux faire par exemple ici itérator point remove. Donc je vais le supprimer. Donc itérator étudiant. Itérator étudiant point remove. Et je peux par exemple afficher à la fin la liste. Donc system.out.print pour afficher les étudiants. Sinon, je peux utiliser la fonction for each de la même façon qu'on a utilisé avec les listes. Donc il n'y a pas de différence. Donc ici, si j'exécute, donc on va voir clairement qu'on va parcourir les objets les trois façons possibles. C'est-à-dire au premier, donc je parcours par objet, Yassine, puis Omar, puis Ali, parce que j'affiche juste le nom. Après, donc, j'ai supprimé, donc j'ai utilisé un itérator. Voilà, donc si l'objet, donc point, donc c'est pas non, c'est non, donc c'est étudiant, ça, c'est un étudiant. Et là, je dois faire étudiant.getNom. Voilà, point equals Omar, donc je vais le supprimer. Donc dans ce cas-là, ça va supprimer Omar. Donc en parcourant l'objet, ça va supprimer Omar. Et ça va laisser que Yassine et Ali.
Et après, donc, je peux utiliser la fonction for each de la façon classique. Donc, il va bien sûr parcourir les objets d'ILE, étudiant par étudiant, pour juste les afficher. Soit je fais comme ça, par méthode référencée, soit je fais for each par l'implémentation via une expression lambda. C'est-à-dire pour chaque étudiant, je vais afficher son nom, par exemple. Donc, je peux, au lieu d'afficher tout ça, donc je peux juste afficher .getNom. Donc, si j'exécute le code, donc ça va afficher seulement Yassine et Ali. Donc, ça ne va pas afficher les autres choses. Ici, c'est juste Yassine et Ali. Voilà. Donc, je vais enlever ça pour afficher que Yassine et Ali. Voilà. Donc, ce qu'on a vu ici, donc normalement, il est applicable aussi pour les maps. Les maps et les sets sont les mêmes. C'est-à-dire la seule différence, c'est que les maps, la seule différence, c'est que les maps, donc il faut savoir que quand on va ajouter un élément dans un set, la valeur ديالو كتكون factice, c'est-à-dire une valeur qui est négligeable. On ne va pas la voir. C'est-à-dire, pour nous, chaque objet à ajouter dans un set, il a quelque chose, donc on va l'ajouter dans un bucket. Et le bucket, par exemple, imaginez que par exemple, je veux ajouter l'élément ismitu Amin Alaoui. Ce que je fais, c'est que je vais calculer le code de hachage d'Amin Alaoui. Si ça va donner 1, je vais l'ajouter dans le compartiment 1. Après, je vais ajouter Tariq Fadel. Donc, ça va donner une valeur, par exemple 9. Je vais l'ajouter dans le compartiment 9. Et ainsi de suite. Par exemple, Sarah Sherif. Si ça va donner Sarah Sherif un compartiment 14, je vais l'ajouter dans le compartiment 14. Si je vais ajouter Lilia Kamel, par exemple, ça va donner une valeur 2. Je vais l'ajouter dans le compartiment 2. Et ainsi de suite. Omar Alaoui. Donc, si par exemple Omar Alaoui, ça va donner une valeur qui existe déjà, qui est 9. Donc, où on a déjà Tariq Fadel. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est juste, on va appeler la fonction equals entre Tariq Fadel et Omar Alemi. Donc, puisque Omar Alemi, c'est pas Tariq Fadel, automatiquement, ça va donner false. Donc automatiquement, on va l'ajouter au même compartiment. C'est-à-dire le suivant, donc dans cette linked list, donc le suivant, ça va être Omar Alemi. C'est ce qu'on appelle les entrées débordées dans le linked list, avec le même compartiment. Et ainsi de suite. Donc, la seule différence ici par rapport aux maps, c'est que les hash maps, c'est comme les hash sets, les qui connaissent un DOM, c'est la même chose, on donne des valeurs, donc les qui le code de hachage et tout, qu'on déroule equals, mais qui connaissent un DOM une valeur. C'est-à-dire que la valeur les c'est une valeur pour les sets, elle est là, mais elle est factice. On dit qu'elle est négligeable, on ne va pas la prendre en considération. Mais ici, normalement, on va la prendre en considération parce que c'est une valeur qui existe, donc on doit l'afficher aussi. Donc la seule différence, c'est que si j'ajoute par exemple Omar Alami encore une fois, par exemple avec une valeur 25, ça va écraser le 24 qui existe déjà. Parce que Omar Alami, ça va donner 9. 9 a dit le compartiment. Le compartiment a dit Omar Alami ou dit Tariq Fadel, ça va donner false. A dit 12 Omar Alami, ça va donner true. Donc là, data true, donc c'est le même élément, ça va écraser l'élément existant. Donc puisque d'être 25, donc le 24 qui est déjà, il va être écrasé. Donc c'est la seule différence entre les maps et les sets. C'est que les maps, ils ont deux valeurs alors que les sets, ils ont une seule valeur. Donc c'est-à-dire les sets, ont juste la clé qui doit en considération alors que les maps, en plus de la clé donc à calculer, les quatre contrôles à l'unicité d'IA, ils ont aussi ce qu'on appelle une valeur. Mais la valeur, ça peut être doublante. C'est-à-dire on peut avoir par exemple 25, 25 ou le 23, 23. Il y a deux clés qui ont la même valeur. Donc on a ça. C'est-à-dire, si on veut utiliser ce qu'on a fait ici, par exemple pour les maps, on peut envisager de la même façon. Donc au lieu de créer par exemple une set comme ça, on peut créer par exemple une set, au lieu d'une set, on va utiliser map. On dit que c'est une map pas seulement d'étudiants, mais aussi de leurs notes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a la clé et valeur. Et du coup, donc, on peut la nommer note étudiant, par exemple, comme ça. Et là, c'est une hash map au lieu de hash set. Donc, c'est la même chose. Donc, on n'a pas besoin de réécrire étudiant double. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va ajouter dans notre étudiant, donc pas seulement des étudiants, mais aussi leurs notes. C'est-à-dire ici, au lieu de faire add, donc je vais copier-coller ça. Et je vais utiliser la map note étudiant. Mais là, on n'a pas la fonction
add, on a la fonction put. Donc la fonction put, elle ajoute la clé, بحال اللي كنajoutéوها في le set, mais en ajoutant aussi la valeur. Donc ici, il y a une valeur, par exemple, pour l'étudiant Omar, il a eu par exemple 15,5. Pour l'étudiant, par exemple, Ali, il a eu 16,75. Pour l'étudiant, par exemple, Yassine, il a eu, par exemple, je sais pas, par exemple, 10, 10,25. Donc là, on peut afficher étudiant comme on peut afficher nom d'étudiant. De la même façon, note d'étudiant. C'est-à-dire ici, au lieu d'afficher juste l'étudiant, donc ici, la différence, c'est que auparavant, en affichant juste le nom les étudiants, pardon, maintenant on affiche l'étudiant, mais حداه égale la valeur d'hier. C'est-à-dire ici, 10,25, 15,5, 16,75. Mais on voit clairement que c'est le même ordre, comme les H7. Il y a Yassine, Yassine, Omar, Omar, Ali, Ali. C'est la même chose, c'est le même principe que les 7, sauf qu'il y a une valeur de plus ici. Avant, il n'y a pas cette valeur. C'est-à-dire, si on veut faire la même chose avec linked hash 7, donc je peux créer un linked hash map pour préserver l'ordre d'insertion. C'est-à-dire ici map étudiant double. Donc ici, c'est linked hash map. Et là, je vais ajouter les éléments. Donc ici, c'est note étudiant, ordre d'insertion, préservé. On l'a dans ce cas-là, donc je peux par exemple le faire comme ça et faire note d'étudiant, ordre d'insertion, point put all. Et je vais ajouter ces éléments, les qui fait note d'étudiant. Et là, donc je vais afficher cette deuxième map. Donc là, quand je vais exécuter le code, donc je vais voir que ça va être affiché de la même façon. Donc que الثانية. Donc هنا عندنا Omar puis Ali puis Yassine. Donc هنا on va préserver l'ordre d'insertion, sauf que هنا quand on a fait put all, on a pris les objets donc on a pris les objets tels qu'ils sont, parce que quand tu fais put all, c'est comme si tu prends comment les objets ils sont insérés dans la map, donc dans la map note étudiant, donc qui n'utilisent pas l'ordre d'insertion, et ils sont ajoutés. Donc si je veux par exemple préserver l'ordre d'insertion, donc je peux faire comme j'ai fait ici. Et je peux par exemple utiliser cette façon-là. Donc si je fais ça, comme ça, donc là ça va préserver l'ordre d'insertion. Donc quand je vais exécuter, donc on voit clairement que le premier à ajouter c'est Omar, puis c'est Ali, puis c'est Yassine. Donc seulement que ici on a une valeur de plus. Donc la même chose pour les trees. Donc je vais copier-coller ça. Je vais utiliser ici une map. Je vais la nommer note étudiant ordre naturel. Comme ça, ordre naturel. Et là, c'est une tree map. C'est la même façon. Donc ça, c'est étudiant avec leur note double. Donc là, je peux faire ce que j'ai fait ici. Je vais copier ça. Je vais le coller ici. Pour dire que ce que je vais ajouter ici, c'est les étudiants par ordre naturel E1, E2, E3 avec leurs notes. Et après, donc, je peux les afficher. Donc là, on verra que c'est la même chose que TreeSet. Donc TreeMap et TreeSet, c'est la même chose. Donc ici, on voit clairement que Yassine. Donc l'ordre naturel, on a pris ordre par quoi. Donc on va voir que ici, compare to utilise l'âge. Et du coup, donc ça compare les âges. Donc ça commence par 18 flash, puis 22, puis 25. Donc c'est la même chose ici. Ça commence par 18, puis 22, puis 25. Mais on a une valeur de plus, ce qu'on appelle la note. Donc si on veut récupérer la note d'un étudiant, donc on peut le récupérer via un get. C'est-à-dire ici, je peux afficher par exemple E1. Donc ici, c'est note d'étudiant.get, par exemple E1.
Donc si je fais note étudiant.getE1, c'est-à-dire ça va récupérer la note de E1. Donc la note de E1 c'est quoi? C'est 15,5. Donc automatiquement ça va afficher 15,5. Donc il n'y a pas de getI. Ici c'est get par indice. Et l'indice Naya c'est quoi? C'est l'objet lui-même. C'est ce qu'on a passé comme clé du map. Donc c'est pour ça qu'on récupère ici 15,5 pour l'étudiant E1. Donc du coup, donc on voit clairement que c'est la même chose. Aussi pour le parcours. Donc pour le parcours les maps, c'est la même chose que le parcours des sets. C'est-à-dire ce qu'on a fait ici pour parcourir les sets. Donc c'est ça les parcours qu'on a utilisés. Donc je vais copier-coller ça. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire je peux maintenant parcourir, voilà, je vais commencer par ça. Donc je peux parcourir maintenant pas un set, mais map. Map plus un autre d'étudiants. Sauf que notre d'étudiants, on n'a pas juste des étudiants, on a les étudiants et leurs notes. Donc si je veux récupérer que les étudiants de cette map-là, je peux utiliser ce qu'on appelle les clés de cette map-là. Donc je peux parcourir le set des clés qui existent dans cette map-là. Et du coup, donc j'appelle la fonction keyset. Et keyset, ça va récupérer les clés de cette map, à savoir les étudiants qui existent dans cette map. Et du coup, pour chaque étudiant qui existe dans cette map, je vais afficher son nom et je peux afficher, par exemple, sa note. Donc je peux par exemple ajouter ici espace AU par exemple, espace plus, et je fais par exemple nom d'étudiant.get E. Donc ça va donner la note d'ILO. Donc je peux par exemple ajouter ici sur 20. Comme ça va afficher pour chaque étudiant, par exemple, la note d'ILO. Donc ici, je vais faire int pour ne pas tomber sur le même problème. Je peux parcourir aussi les valeurs, et c'est pas automatiquement, je peux parcourir seulement les notes si je veux. Donc si je veux faire ça, donc je peux faire une boucle for. Donc il va parcourir les notes d'étudiants. Donc je peux dire que les notes ce sont des doubles notes. Et là je vais afficher note d'étudiant.values. Et là donc je peux afficher juste les valeurs des notes. Donc je mets les notes les indices. Sinon je peux par exemple faire la moyenne des notes. C'est-à-dire je peux par exemple créer ici int sum égale à 0 par exemple. Et là je fais sum plus égal note. À la fin je vais afficher system.out la moyenne des notes. Donc ici moyenne des notes. C'est centre sur la taille, c'est le nombre d'étudiants qui existent. Donc, par exemple sur 20. Voilà. Donc je peux utiliser soit .value, soit .keyset. Je peux utiliser aussi un itérator si je veux, de la même façon que j'ai fait auparavant. C'est-à-dire un itérator, mais un itérator sur keyset maintenant. Au lieu de faire étudiant.itérator, maintenant je dois faire note étudiant.itérator, mais c'est note étudiant.keyset.itérator. Et comme ça, je peux maintenant itérer sur les étudiants de la même façon. Et supprimer par exemple une clé ou la chose. Donc je vais enlever ça. Donc je peux utiliser aussi for each. Donc for each, sauf que for each pour les maps, pour note d'étudiant. Donc ça ne va pas consommer un seul élément, mais c'est à l'intérieur de for each, on a un B consumer. Il n'y a pas un seul consommateur, mais un consommateur qui consomme deux éléments, à savoir l'étudiant et la note. Donc la note. Donc comme ça, quand je vais afficher l'étudiant et sa note, comme ça, donc je ne vais pas afficher seulement le nom d'ILO, mais je peux afficher aussi il a eu combien. Donc je peux faire ici AU par exemple. Ici, j'ai pas besoin de faire get parce que je parcours les deux éléments, l'étudiant et sa note. Donc c'est ça la différence. Donc quand je vais exécuter, ça va afficher, bien sûr, de la même façon, ça va afficher à la fin. Donc l'étudiant numéro 4, J égale à 1. Ça c'est J. Voilà. Donc ça va afficher l'étudiant numéro 1 a eu
Donc l'étudiant numéro un qui est Yassine a eu 10 sur 20, et ainsi de suite. Après, la moyenne, c'est 13. Donc ça, c'est quand on a utilisé les values. Après, on a utilisé un big consumer. C'est pas big consumer, on a juste affiché par un toString. Finalement, voilà, on va dire c'est Haïda. Et après, on a affiché un big consumer qui affiche quoi? L'étudiant et sa note. Donc E et N. Donc c'est E et note. C'est ce qu'on a affiché ici. Donc il y a une autre manière pour parcourir les maps. C'est un peu spécifique aux maps. Ce qu'on appelle les entries. C'est-à-dire pour le parcours des maps. Donc la manière la plus utilisée normalement dans le mode professionnel, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les paires clés-valeurs. Ce qu'on appelle les entry sets. C'est quand, au lieu de parcourir les clés بوحدهم وعادي يجبدوا les valeurs, on peut parcourir les clés et les valeurs en même temps. Donc en faisant par exemple un parcours for, en utilisant map. Et entry. Donc comme ça, on dit qu'on va parcourir chaque entry. Donc chaque entry, lié de type quoi? De type entry, اللي فيها هنا un étudiant et sa note de type double. Donc ملي غادي نجيبوها من la map ديالنا qui s'appelle note étudiant, mais ici on appelle la fonction سميتها entry set. Donc بحال كتعطيك des paires ici. Donc au lieu de vous donner juste des clés, maintenant كتعطيك des paires de valeurs. يعني كتعطيك des paires اللي فيهم l'étudiant et sa valeur. Et là, tu peux bien sûr afficher ce que tu veux. Par exemple, on peut afficher, par exemple, entry.getK. نقولوا par exemple afficher le nom ديالو .getNom. AU par exemple entry.getValue il y a la note diallo sur 20. C'est la même chose. Donc on peut faire ça aussi. Donc si j'exécute le code, ça va faire la même chose qu'on a fait ici. Et ça va répéter ça. On va voir que ça va répéter ça. Et en utilisant ce qu'on appelle des paires. Au lieu d'utiliser que les clés, tu vas faire .getValue. Donc on voit clairement que ici on a utilisé plusieurs choses, mais ça reste pas exhaustif. Il faut savoir que les collections, ça présente beaucoup d'autres choses à utiliser. Mais ça, c'est le plus important pour le moment à prendre en considération. Donc on s'arrête pour cette vidéo et à la prochaine, Inch'Allah, vidéo pour les entrées-sorties.